cas d'amour. Le podcast qui va vous faire vivre de belles amours. Bienvenue en saison 3. Buffet numéro 4, épisode 1 sur 4, réussir son éthique en amour. Nous ouvrons ce buffet sur l'éthique des relations amoureuses avec ce premier épisode. Vivre des relations non monogames nous a particulièrement poussés à réfléchir à cette question. Tout simplement parce qu'on est souvent accusé de faire n'importe quoi, d'être dans l'immaturité et le refus de l'engagement. Parallèlement, nous constatons souvent une forme de violence permise et silenciée dans et par la proposition de couple classique. D'où ce thème central de l'éthique qui nous tient particulièrement à cœur et cette réflexion qui s'épanouit au fil des épisodes et éclaire nos relations, amoureuses ou pas. Bonne écoute. Les relations éthiques. Luciana, tu veux dire quelque chose sur... Il me semble qu'il faut faire un détour préalable et pouvoir parler de pourquoi ce terme est tombé comme ça sur la table entre nous, de la question de l'éthique. Je pense que ça fait longtemps que la loi ne suffit pas. Donner un cadre sécurisant pour les relations amoureuses, affectives. On les appelle comme on veut, mais respecter la loi ne suffit pas. C'est une évidence à avoir des relations où tout le monde se sent respecté. Puis la morale ne suffit pas non plus, parce qu'on dans notre réflexion, on a vu vraiment des violences, des abus, et qu'on est d'accord sur une certaine forme spécifique de violence dans la proposition de monogamie. Ça, c'est notre point de vue à nous. Et que le fait d'être dans des relations non exclusives nous a particulièrement poussé à réfléchir à la question de l'éthique. Que ça nous a semblé indispensable, peut-être parce qu'on est souvent accusé de faire n'importe quoi. Donc, on a été obligé de réfléchir et pouvoir trouver des arguments, ne serait-ce qu'internes, pour nous dire à nous-mêmes déjà qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on fait selon notre éthique à nous. Comment on peut développer cette éthique, expliquer ce que c'est pour nous, et comment on peut créer un consensus autour d'une éthique des relations. Après, la question de l'exclusivité ou pas, de la quantité de relations a très peu d'importance en ce moment pour le sujet qu'on essaye de traiter. La réflexion autour de l'éthique est intéressante, qu'on ait des relations, pas de relations, exclusives ou pas exclusives. Je pense que c'est devenu incontournable parce qu'on prend de plus en plus conscience des violences du système qui nous est proposé. Et on prend aussi conscience des accusations qui peuvent nous être faites. Et c'est là qu'il faut qu'on se positionne et qu'on définisse l'éthique pour nous. Donc, on a essayé ce travail de développement avant d'enregistrer. Oui, parce qu'il y a effectivement, c'est très juste de pointer le fait que il y a ce côté hors normes sociales dans ce que l'on pratique dans nos relations affectives, qui nous oblige quelque part à questionner systématiquement ce que l'on fait. D'abord parce que rappelle constamment que l'on est en dehors de la norme. Donc forcément, on est plutôt du côté des déviants. Et puis, donc ça c'est le côté qui nous pousse aussi à clarifier certaines choses dans notre façon de l'exprimer ou de l'expliquer. Mais je pense aussi, et j'avais dans les semaines dernières échangé avec quelqu'un qui me parlait d'un chef de chorale qui maltraitait un peu certaines personnes dans la chorale. Et ça m'a fait me dire, mais il faut qu'on lui apprenne aussi ce que c'est que les relations éthiques. Et c'est là que je me suis dit, mais finalement, les relations éthiques, c'est pas juste dans les relations amoureuses, c'est comment on est dans des relations éthiques à tout instant de la vie. Et qu'il ne s'agit pas simplement d'être dans des relations éthiques quand on est dans des relations amoureuses,
mais qu'on est dans des relations éthiques quand on est en relation tout court. Moi, ça m'a paru assez éclairant, cet aspect-là des choses. Voilà. Maintenant, c'était une petite parenthèse et j'ai envie de revenir sur le mail que tu as écrit et qui était un peu les fondations de la réflexion sur les relations éthiques. Je te propose de lire le mail tel que tu l'as rédigé, c'est-à-dire qu'il a même pas été retravaillé forcément a posteriori sur son contenu. Donc, et puis peut-être pourquoi pas le questionner ou en tout cas le commenter et puis le mettre en perspective avec le sujet. Tout à fait. J'aimerais juste digresser avec toi avec cette question de chorale parce que j'ai été interviewée il y a pas longtemps à la radio et je disais que le fait de questionner la question de la hiérarchie dans mes relations m'a poussée positionner différemment avec mes enfants, à ne pas me positionner justement, bien sûr je reste l'adulte, mais dans une position d'autorité acquise et ça a beaucoup amélioré les relations avec mes enfants. Donc c'était juste pour appuyer ton propos et dire que on cible un peu les relations amoureuses, peut-être parce que ce sont les plus souffrantes, les plus compliquées, mais que ce qu'on a appris, nous, dans cette réflexion sur l'éthique des relations amoureuses, telles qu'on a envie de les développer, de les avoir, transforme toutes les relations, donc la vie entière, j'ai envie de dire, et que c'est ça qu'on a envie de partager, de transmettre et de voir si ça c'est utile à d'autres, si le chemin qu'on a fait peut aider d'autres qui se posent des questions à avancer ou à avancer plus vite. Et il ne s'agit pas forcément de recopier un autre modèle qui pourrait être, par exemple, celui de la bienveillance ou de la communication non violente, qui a été déjà décliné d'une façon. Effectivement, il s'agit toujours d'être bienveillant dans sa façon dont on aborde les relations, mais c'est pas le sujet des podcasts, c'est pas la communication non violente. Absolument pas. Pour moi, la communication non violente, elle est complexe et elle a des effets indésirables en quelque sorte et elle reste à la surface. C'est nécessaire, mais on ne peut pas faire un protocole. Il faut axer plus sur la question singulière, de la réflexion singulière, et c'est pour ça que c'est plus intéressant de réfléchir en termes d'éthique, justement. Parce qu'on ne peut pas appliquer les recettes de la communication non violente ou d'autres choses. Il faut réfléchir par soi-même. Ça aide dans des situations de conflit de connaître quelques techniques de communication non violente, mais c'est pas forcément le sujet, en tout cas, qui sera abordé là. Non, et ça aide, mais ça ne suffit pas. Parce que sinon, on est des espèces de robots tout gentils. Et il y a quelque chose de l'authenticité, du ressenti, de pouvoir parler avec les tripes, finalement. Avec respect, mais avec les tripes. Et ça, ce n'est pas la communication non violente qui l'apprend. Ok. Non, dis-moi, c'était... Oui. Rappelle-moi le mail. Donc, le mail que je t'avais adressé le 16 octobre, c'était suggestion juste pour avoir une trame pour l'enregistrement du podcast. Et je t'avais écrit. Donc, je te disais, j'ai listé les principales caractéristiques qui définissent pour moi des relations éthiques. La réflexion autour de pouvoir construire une relation sur mesure me semble de plus en plus répandue. Que ce soit dans notre entourage ou chez les personnes qui nous consultent, là je pense à mon travail de psychologue, ces nouveaux types de relations, exclusives ou pas, aspirent à des liens plus authentiques et moins souffrants. Cela commence par une conscience du fait que la relation type proposée par notre modèle social et politique, monogame et avec escalade romantique, est source de souffrance et de restrictions qu'on ne souhaite plus adopter sans y réfléchir, pour soi et avec l'autre, les autres. D'accord. Donc là, ce premier paragraphe nous indique que il y a un mouvement général qui se passe dans notre société occidentale
sur une forme de questionnement, de remise en cause d'un modèle relationnel qui est celui du modèle romantique, qui est lié, alors peut-être que ça peut être aussi lié au développement personnel, au mouvement du développement personnel, je sais pas, mais en tout cas, il y a une dynamique générale de réflexion sur notre façon d'être en relation, et que ça ouvre, alors peut-être il y a beaucoup d'auteurs aussi qui écrivent, qui analysent nos modèles relationnels, et qu'aujourd'hui, si je comprends bien ce que tu écris, le modèle romantique classique est source de souffrance, serait source de souffrance, et donc ne répondrait que partiellement à un besoin dont on n'identifie pas forcément la source, qui peut être un besoin de structuration sociale, et qui n'est pas forcément des besoins individuels, des besoins de chaque individu, mais plutôt une forme relationnelle. Alors, une forme relationnelle qui devrait être validée par tous et par toutes, au sens de la société. Alors, est-ce que c'est que la société occidentale, ou est-ce qu'on trouve ça un peu dans toutes les sociétés? Je ne sais pas si on va aller sur ce terrain-là, mais... Moi, je pense qu'on ne peut pas s'aventurer en dehors du domaine occidental qu'on connaît. Moi, je n'ai pas assez de connaissances. Oui. On peut pas émettre des hypothèses universelles. On peut émettre des hypothèses sur ce qu'on connaît, nous. Donc, est-ce qu'on questionne l'amour romantique? Ou est-ce qu'on aborde le sujet des souffrances qu'on peut constater dans toi, dans tes consultations, et puis moi dans les rencontres que je peux faire quand j'aborde ce sujet-là? Je pense que c'est lié. Toi, tu parlais d'auteurs de développement personnel. Je pense que ça c'est l'aile un peu plus néolibérale ou libérale de traiter la souffrance de façon individuelle, avec la volonté, tu peux t'en sortir, tu construis ta réalité. Moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de penser aux axes d'oppression, de violence et aux inégalités que le mouvement féministe nous a mis sous les yeux et qu'on ne peut plus nier, qui ont été nommées, qui ont été dites, etc. Oui, et les deux vont de pair, parce que quand on parle dans les mouvements New Age, notamment, ou de développement personnel, on va parler du féminin sacré, on va parler des groupes de femmes, etc. Donc il y a tout un travail aussi autour de cette réflexion-là, la masculinité, la féminité, quelque chose qui n'existait pas il y a 50 ans. Donc... Absolument, mais pour moi, c'est dénué de dimension politique et donc moins intéressant quelque part. Mais tout ça a été une matière mouvante et comme un chaudron dans lequel il y a eu tout ça. Il y a eu le New Age, le développement personnel, tout ce que le féminisme a apporté, la sociologie, etc. Tout le monde a apporté sa contribution. Oui, parce que dans le New Age, notamment, il y a un certain nombre de praticiens, de thérapeutes qui travaillent sur la relation amoureuse, sur les souffrances, et qui aident des personnes à sortir des problématiques relationnelles. Et puis, quand on voit aussi comment les mouvements autour non, je vais peut-être pas aller sur ce terrain-là, mais j'allais parler du tantra. Non, bien sûr que le traitement de la souffrance est individuel, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la dimension politique des oppressions. Et je pense qu'on va y revenir beaucoup dans la dernière des choses qu'on a listées sur les relations multiples. Donc là, si on revient sur la question de l'amour romantique. L'amour romantique serait, dans ce premier paragraphe, un espace où on peut constater par les consultations et les différentes rencontres que l'on fait, dans lequel il peut y avoir une forme de violence ou de souffrance. Oui, les deux. Ou les deux. Ou un cadre qui permet de justifier souffrance et violence. Comment tu définirais du coup l'amour romantique, puisque ça reste quand même aujourd'hui porté au nu des principales œuvres
que ce soit film, opéra, roman d'amour, et toute la presse people se base uniquement sur l'amour romantique et une forme de continuité de ce discours presque, enfin, continuité de la portée du discours, tu parles de discours politique, comment on peut être à la fois dans une forme de perpétuation de quelque chose de très beau, l'amour, et à la fois dire que l'amour, c'est de la souffrance et de la violence. Ben Comment on se voile la face là-dessus? Il y a un énorme paradoxe dans ce que l'amour romantique nous propose. Pour moi, la proposition de l'amour romantique, c'est de nous expliquer que l'amour, c'est la chose la plus importante, surtout dans la vie d'une femme. Pour un homme, moins. Ça fait partie d'un ensemble de choses importantes dans la vie d'un homme. Que l'amour, c'est une affaire plutôt féminine, que c'est aux femmes de s'occuper, de cultiver l'amour et d'entretenir la flamme et de soigner la relation. Et que l'amour peut tout et qu'il peut transformer l'autre. Et aussi que dans l'amour romantique, on en parlait tout à l'heure en dehors de l'enregistrement, je te disais, je te racontais le cas d'une patiente qui parlait d'amour vis-à-vis d'un homme qu'elle a juste croisé. Pour moi, ça c'est l'amour défini dans les termes et dans le cadre de l'amour romantique. Je peux ressentir de l'amour moi toute seule. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que cette femme, elle peut ressentir une attirance, un élan, une envie, du désir même, parce que à la vue de quelqu'un qui nous plaît, on peut ressentir du désir même de façon très violente. Ça, il y a aucun souci avec ça. Mais on ne peut pas parler d'amour tant qu'on n'est pas en relation, déjà, et puis que ce n'est pas partagé. Pour moi, l'amour, il est partagé ou n'existe pas. Ou alors, ça nomme autre chose d'une envie qui m'appartient entièrement. On peut avoir de l'amour pour quelqu'un sans que ce soit partagé. Je sais pas, par exemple, on peut avoir de l'amour pour un animal de compagnie. Oui, mais moi, je parle d'amour dans un cadre de relation amoureuse ou affective avec une sexualité. Je parle spécifiquement de ce type d'amour-là. C'est celui qui pose problème dans l'amour romantique. Les autres, oui, bien sûr. On peut être dans l'amour... Oui, pour un enfant qui dit qu'il ne nous aime pas, bien sûr, de l'amour pour nos amis, pour les animaux de compagnie, oui, absolument. Mais là, quand on parle d'amour, je pense qu'il faut que ce soit clair qu'on parle d'amour dans le cadre d'une relation qui inclut la sexualité. Sauf quand on dit le contraire ou que c'est plus large. Mais le problème de l'amour romantique s'adresse à ce type de relation-là, il me semble. Ce sont celles qui posent problème parce qu'elles sont extrêmement investies. Et pourquoi elles posent problème? Parce qu'elles sont extrêmement investies, parce qu'on attend tout. Ça, c'est une caractéristique de l'amour romantique aussi, d'attendre qu'il nous sauve. Il y a cette idée que l'amour sauve aussi, que l'amour guérit, que l'amour sauve. Tout ça, c'est des idées d'amour romantique. Et surtout que l'amour transforme. Ce n'est pas un crapaud, c'est un prince, mais il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et en général, c'est un effort qui est demandé aux femmes. Et ce sont les femmes qui souhaitent que les hommes changent. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de prendre les choses là où elles sont et de voir si on est satisfait de ce que l'autre est et de la relation qu'on peut établir au jour d'aujourd'hui. Pas d'être dans un espoir de je vais le mettre dans une boîte. Je vais lui couper une branche par-ci, une branche par-là, et il va être parfait dans le futur. L'amour qu'on veut, nous, ne se joue pas dans le futur, il se joue dans le présent. Tu veux dire que c'est un amour lucide? Oui. Oui. Qui peut sembler froid, rationnel. D'ailleurs, je pense qu'on nous en a fait le reproche, que ce soit toi ou moi, d'être trop pragmatique, pas assez romantique.
cynique. Bah, la patiente avec qui j'en discutais hier, et elle m'a dit, la conclusion qu'elle a tirée, c'est que je lui proposais une vie sans amour. D'amitié, quoi. Oui, ou la solitude, le vide. Et ce n'est pas du tout notre proposition. Notre idée d'un amour possible dans un cadre éthique. Donc, quelles sont les souffrances qui ont pu être observées? Bah, l'insatisfaction, la déception, le fait qu'on investit beaucoup et malgré tous nos efforts, l'autre a l'indécence de continuer à être lui-même. C'est ça, hein. Et là, on est dans un leurre complet. Si l'autre, il ne nous convient pas assez tel qu'il est, on peut ressentir de l'amour, mais il ne faut pas aller dans une relation. Il faut avoir le courage de ne pas y aller. Ce n'est pas à tout prix. C'est aussi ça qui nourrit le reproche qui nous est fait. Tu veux dire qu'il ne faut pas suivre son instinct? Je ne sais pas si je le dirais comme ça. Non, moi je dirais parce que le problème de l'instinct, justement, on ne va pas rentrer dans les différenciations entre instinct et pulsion, etc. Mais je dirais qu'il ne faut pas céder aveuglement aux pulsions, ce qui est une proposition de l'amour romantique d'ailleurs. Oui. L'amour romantique, il te tombe sur la tête. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Hein. Voilà, le coup de foudre, il divise en deux. Tu n'as pas le choix et tu es obligé de suivre et d'être à la hauteur de cet amour, même s'il te fait souffrir. Ça, c'est la proposition de l'amour romantique. Et je pense qu'on n'est absolument pas d'accord avec ça. Mais non, parce que c'est un siège. Et là, on peut parler même de violence intraconjugale, où finalement je l'aime, il me tape dessus, mais je l'aime quand même. Et même, il m'aime tellement qu'il me tape. On peut aller dans des aberrations, des justifications de cet ordre-là. Il va changer de toute façon. Il va changer, mais il va changer si moi, je fais assez d'efforts et ça pousse aussi les femmes au rôle attribué, c'est-à-dire qu'il faut être gentille, il faut être douce, il faut être accueillante, il faut prendre en charge justement la charge mentale et émotionnelle de la relation. Il faut expliquer à l'homme ce qu'il ressent, pourquoi, comment. Voilà, non, cette proposition-là, elle n'est pas égalitaire. Alors, c'est une proposition qui n'est pas égalitaire à la base, parce que culturellement, d'abord, elle est portée par le patriarcat principalement, et puis le clergé, bien évidemment, à la base, qui a fondé les premiers principes de la famille, après de différentes manières suivant les époques. Mais est-ce que dans l'idée de l'amour romantique, est-ce qu'il y a l'idée principale que l'amour romantique ne serait qu'un modèle qu'il faut simplement reproduire parce que c'est ça qu'on nous a dit qu'il fallait faire sans jamais se poser de questions, parce que c'est comme ça, parce que c'est ça l'amour. Et c'est comme ça qu'on va construire notre vie, et puis on va se marier, puis on va avoir des enfants, et puis on va s'aimer jusqu'à la fin de nos jours. Ça, c'est le modèle classique de l'amour romantique. Et il faut rappeler qu'il est très récent, quelques siècles, pas plus. Ouais. Avant, les gens vivaient autrement. Dans notre société occidentale, en plus. Oui, en plus. Donc après, évidemment, toutes ces questions autour de l'adultère, et ce qu'on constate, c'est qu'au final, il y a aussi quelque chose d'important, c'est aussi la question du « à vie », qui fait que, au bout d'un moment, on est coincé dans l'idée de pouvoir changer. Et que ne pas pouvoir changer alors qu'on change, ou ne pas montrer qu'on change alors qu'on change intérieurement, on rentre dans une forme de violence aussi contre nous-mêmes. Absolument, et c'est un modèle très figé, c'est à vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y a pas beaucoup de place. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, il n'y a pas beaucoup de place pour le changement. Ça justifie la violence. Ça justifie la violence. À partir du moment où on dit le meilleur et pour le pire, ça veut dire qu'on autorise la violence. Oui, chacun met ce qu'il veut dans le pire. C'est ça. C'est grave, ça. Oui. Cet épisode est maintenant terminé, mais ce n'était que le premier d'une série de 4. Le prochain sera consacré, entre autres, aux soins apportés à nos relations. Même si on en parle beaucoup, nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche. Alors, pour nous soutenir dans notre travail, vous pouvez vous rendre sur notre page web encasdamour.com où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions pour nous aider à assumer tous les frais
et continuer à faire vivre encore longtemps ce podcast. Et si vous avez vous-même envie d'aller plus loin sur ces sujets, dans une réflexion accompagnée, dans un espace plus intime, ou simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez nous écrire à contact@encadamour.com.